Donc, je suis Richard Loyal, délégué général d'Enerplan, et je vais animer cette matinée avec vous qui est visée sur des sessions interactives, donc que ça soit en ligne ou en présentiel. N'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment l'idée. On mobilise de l'expertise fameuse. Avec Aymeric de Vigan, vous avez changé, maintenant vous êtes responsable vice-président Power chez Kepler, mais vous êtes surtout un spécialiste du marché de l'électricité et vous allez nous décrypter. Et merci à Zemdef d'avoir bien voulu pallier l'absence de votre collègue Nicolas qui est auditionné ce matin à l'Assemblée nationale également sur le prix de l'électricité, donc sur le prix de l'énergie et les leviers qu'on a pour y faire face. Donc voilà, le nerf de la guerre du marché de l'autoconsommation, finalement, c'est quoi le prix et quel sera ce prix de l'électricité substituée, parce que finalement, c'est l'intérêt économique de nos solutions dépend de c'est quoi le prix de l'électricité. Il est un peu fou en ce moment, donc vous allez nous expliquer pourquoi, Aymeric. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Donc, la ZAPET fonctionne. Voilà, vous avez les sessions. On aura 5 sessions interactives et après, on passera la fin de matinée sur l'autoconsommation comme un service, même si on verra que ce n'est pas encore tout à fait évident. Et je vous laisse la parole, Aymeric. Merci Richard. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation pour parler de ce sujet ô combien d'actualité, qui sort peut-être un petit peu des autres discussions que vous pourrez avoir pendant ces 2 journées. Donc Richard m'a demandé de vous donner des perspectives sur l'évolution du prix de marché de l'électricité. Je dis bien prix de marché, je parle bien des prix de gros. On parlera dans la deuxième partie un peu plus de l'impact de ces prix de gros sur les prix de détail. Alors avant de tenter de vous donner des perspectives, ce qui est quand même extrêmement ambitieux, j'ai personnellement pas de boule de cristal, je vais essayer de vous décrypter un petit peu la situation de marché dans laquelle on se trouve aujourd'hui, sous finalement le prisme du merit order électrique. Vous inquiétez pas, ça peut paraître être un terme un peu barbare, mais je vais essayer d'une manière assez schématique et simplifiée de vous retracer les différentes séquences de la crise qu'on traverse aujourd'hui. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on traverse une crise absolument extraordinaire. Moi, je travaille dans ce secteur depuis une vingtaine d'années. On n'a vraiment jamais vu ça. La chute de Lehman en 2008, le Covid, Fukushima, etc. C'était absolument rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors pour commencer, une introduction rapide sur finalement le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est le monde où le prix de l'électricité est fixé, et il l'est encore, en fonction du coût marginal de production de la dernière centrale qui est appelée. Et donc pour faire cet exercice-là, les bourses qui fixent le prix de marché tous les jours empilent les moyens de production sous forme d'escalier en fonction de leur coût de production. Donc on a le renouvelable qui a un coût de production, un coût marginal de production nul, bien sûr. On a en France, on avait, si je peux me permettre, énormément de nucléaire. On en a toujours beaucoup. Je commence à être taquin. J'y reviendrai. On avait énormément de nucléaire qui tournait correctement avec un coût marginal de production plutôt très faible. Ensuite, on avait des centrales gaz, des centrales charbon qui étaient jusqu'au début de cette crise. Donc, il faut le rappeler, qui a finalement commencé en 2021, au printemps 2021. Les centrales charbon étaient devenues moins compétitives que les centrales gaz en Europe grâce au marché du CO2. Leur taux d'émission de CO2 par mégawattheure électrique produit est largement supérieur à celui des centrales gaz. Et donc, elles avaient été quelque part poussées en dehors du merit order. Et puis, au-dessus du charbon, on rentre dans le monde assez particulier des moyens de pointe. J'ai volontairement pas détaillé ce que ça peut être. C'est des centrales qui tournent avec du pétrole. C'est des centrales hydrauliques de pointe. Ça peut être aussi des moyens d'effacement. Donc là, on est dans le monde dans lequel les prix peuvent devenir très élevés. Le prix de l'électricité, finalement, c'est très simple. Il se trouve à l'intersection de cette offre, la courbe bleue, et de la demande, la consommation, la courbe rouge que vous trouvez ici. Je l'ai volontairement fait verticale. On part du principe, même si, évidemment, les choses sont amenées à évoluer, heureusement, grâce à vos initiatives, grâce aux différentes initiatives autour de la flexibilité sur lesquelles on travaille en ce moment. Mais on part du principe que la demande en électricité, elle est inélastique, c'est-à-dire qu'elle ne répond quasiment pas au prix de marché. Vous et moi, on a tous des contrats sur lesquels on n'a finalement aucun intérêt à moins consommer pendant les moyens de pointe. Donc, dans le monde d'avant, le prix de l'électricité, pour une consommation ici, qui est une consommation moyenne d'un jour
d'automne, d'hiver, on va dire, se retrouvaient fixés au prix d'une centrale gaz. Donc, on vivait avec des prix de l'électricité qui naviguaient aux alentours de 40-50 euros par mégawattheure, et finalement, tout le monde était plutôt content. Un point important, vous le voyez ici, le prix de l'électricité n'est pas indexé sur le prix des centrales gaz. Le prix de l'électricité est en ce moment souvent fixé par des centrales gaz, mais ce mécanisme de fixation des prix n'est pas une indexation. Il y a une logique économique derrière qui permet à la fois d'assurer un dispatch optimal des centrales. On souhaite quand même éviter de faire tourner une centrale qui coûte très cher ou qui émet beaucoup de CO2 quand on n'en a pas besoin. Et en même temps, il faut s'assurer, c'est un mot à la mode, en même temps, il faut s'assurer que les centrales vont recouvrir leurs coûts fixes, puisqu'une centrale, quand elle ne tourne pas, elle a quand même des coûts fixes. Donc il faut que les investisseurs retrouvent leur investissement à un moment ou à un autre. Tout ça, c'est une théorie économique qui a d'ailleurs été en partie conçue par Marcel Boiteux, qui était un des grands patrons d'EDF il y a quelques années. Première séquence de la crise, qui donc a commencé en 2021, à partir du moment où les acteurs de marché se sont rendus compte que les stockages de gaz, en particulier ceux de Gazprom, étaient très très peu remplis, volontairement très très peu remplis, a priori, de la part de Gazprom. Donc là, on a eu un phénomène très simple. Les prix de marché sont montés parce que les coûts de production des centrales, charbon et gaz, sont montés. Le prix du gaz s'est envolé. Donc, mécaniquement, le coût de production de l'électricité à partir de gaz est monté. Phénomène intéressant et plutôt assez triste, c'est qu'à ce moment-là, les centrales charbon sont redevenues plus compétitives. Les centrales charbon sont redevenues plus compétitives parce que le charbon est monté, le prix du charbon est monté, mais un petit peu moins que le prix du gaz. Et en parallèle, le prix du CO2, même s'il continue à monter, n'a pas permis quelque part de s'assurer que les centrales gaz resteraient les plus compétitives. Donc à ce moment-là, on va dire qu'on est à printemps-été, automne 2021. Printemps-été 2021. Donc on a une crise de prix qu'on commence à voir arriver. Les prix de marché s'envolent. Ça ne fait pas encore la une des journaux. Et clairement, à ce niveau-là, la crise, elle est exclusivement prix. On n'entend pas du tout parler à ce moment-là de risque sur la sécurité d'approvisionnement, de risque de pénurie d'électricité. Malheureusement, deuxième étape de la crise du nucléaire. Alors cette crise du nucléaire, soyons lucides, elle ne date pas de cette année. Ça fait plusieurs années que la production nucléaire est en baisse. Et j'isole la fermeture de Fessenheim. D'une manière générale, le taux de disponibilité des centrales nucléaires françaises est significativement en baisse depuis 2014-2015. Et ce, principalement en raison d'une succession d'aléas qui a commencé en 2016 avec des problématiques sur les générateurs de vapeur. Il y a eu d'autres soucis qui sont arrivés. Cette année, à l'automne 2021, on s'est retrouvé face au pire cauchemar de l'exploitant nucléaire, puisque, rappelons-le, le parc nucléaire français est générique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centrales qui sont similaires. On s'est retrouvé face à ce qu'on appelle un aléa générique, justement. Donc c'est cette fameuse corrosion sous contrainte, donc c'est des fissures, petites ou grandes, je ne suis pas du tout en mesure de donner mon avis sur le sujet. C'est des fissures sur des réseaux, sur des tuyaux d'injection d'eau de sécurité sur les réacteurs nucléaires. Donc finalement, ce que ça a amené, c'est l'arrêt d'une quinzaine de centrales nucléaires pour à la fois effectuer des contrôles et puis aussi commencer à réfléchir à la manière de réparer, donc de modifier ces tuyaux. À partir de là, on rentre dans une nouvelle dimension, puisque non seulement on a une crise de prix, mais on commence à avoir une crise de mégawatts, un risque de pénurie. On commence à être inquiet d'avoir des risques qui pèsent sur la sécurité d'approvisionnement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les acteurs envisagent que même si cette courbe rouge reste là où elle est, il y a un risque que la courbe bleue se décale vers la gauche. Et donc qu'on soit de plus en plus fréquemment dans une situation où on va devoir faire appel à des moyens de pointe. Donc je le rappelle, ces moyens de pointe, c'est soit des centrales extrêmement coûteuses, soit de l'effacement. Et l'effacement, je te laisserai en parler, mais c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut imaginer utiliser 8760 heures par an toute l'année. Et donc on envisage à partir de ce moment-là un risque de pénurie. Donc les marchés commencent à paniquer. On commence à ce moment-là à avoir dans les journaux, souvent un bon signal d'alerte, avoir quelques articles qui parlent de l'envolée du prix de l'électricité et de son risque qui pèse sur notre économie. Donc là, deuxième séquence de la crise. Malheureusement, troisième séquence de la crise, qui est, elle, beaucoup plus récente, on commence à voir des risques de coupure sur les importations de gaz russe.
Finalement, on ne commence pas à les voir puisqu'elles se sont déjà produites. Il y a un des gazoducs Nord Stream 1 qui est aujourd'hui complètement coupé, qui était en maintenance, qui est aujourd'hui complètement coupé. Donc là, on commence à anticiper, pour l'Europe, d'une manière générale, un risque de pénurie de gaz. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, l'escalier gaz, la marche gaz, fait que tout l'escalier se décale vers la gauche et que potentiellement on pourrait se retrouver à peu près tout le temps, dans toutes les heures de l'hiver, dans une situation où on a besoin de recourir à des moyens de pointe. Alors petite parenthèse, cette situation, elle n'est pas uniforme en Europe. Ce qui nous permet aujourd'hui d'absorber une réduction massive des importations de gaz russe, c'est le GNL qui nous vient des États-Unis. Ce GNL, aujourd'hui, il arrive en masse. On a des dizaines de cargos qui arrivent chaque mois dans les différents terminaux méthaniers d'Europe. Il se trouve que certains pays comme la France sont assez bien équipés en terminaux méthaniers, donc n'ont clairement pas de problème. Je prends un petit peu un risque en disant ça, mais ont a priori pas de problème d'approvisionnement en gaz sur l'hiver. Nos stocks sont bien pleins et on sait qu'on pourra continuer de toute façon à faire arriver du GNL. La situation est très différente pour l'Allemagne, où ils n'ont pas vraiment suffisamment de capacité en termes de terminaux méthaniers. Donc ils sont un petit peu plus inquiets, d'autant que eux, pour leur chauffage électrique et leur industrie, ont une très très forte consommation de gaz. Donc voilà pour le contexte. J'espère que c'était suffisamment simplifié. Bien sûr, on prendra toutes les questions si vous voulez qu'on revienne sur le sujet après. Je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Donc maintenant, quelle perspective pour 2022 et 2023 ? C'est le point important. Alors, je le rappellerai jamais assez, les prix de l'électricité ont oscillé entre 20 et 50 euros par mégawattheure depuis l'ouverture du marché. Point bas, on était à 20-25 euros par mégawattheure au tout début des années 2000, au moment où le marché s'est ouvert. On a eu très brièvement, avant la chute de Lehman et l'explosion de cette bulle en 2008, des prix aux alentours de 80 euros par mégawattheure. Ça a été très court, mais d'une manière générale, je n'exagère à peine en disant qu'on vient d'un monde où les prix oscillent entre 20 et 50 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, les prix sont à 500 euros par mégawattheure pour l'année prochaine. Donc on parle de prix de marché de gros qui ont été multipliés par 10. Est-ce que cette situation va être amenée à durer dans le temps ? Clairement, la réponse est probablement pas dans ces ordres de grandeur. C'est une boutade qu'on dit souvent, mais qui est éminemment vraie. Le meilleur moyen de se débarrasser d'un prix élevé sur le marché des commodités, c'est un prix élevé. Parce que c'est ça qui génère de l'investissement, qui génère des initiatives, des innovations technologiques, etc. Donc je reviendrai dans la diapo d'après sur des scénarios d'évolution des prix qui, je vous rassure, ne vont pas retomber à 20 euros par mégawattheure. A priori, on ne devrait pas en être là. Donc si on cite les quatre points dont on a parlé jusque-là, un retour au monde d'avant sur les marchés du gaz, je pense qu'on est tous d'accord pour constater l'enlisement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et donc la très faible probabilité qu'ils finalement reviennent dans le monde d'avant, où les gazoducs existants tournent à plein régime, où les nouveaux gazoducs, le fameux Nord Stream 2, sont mis en service. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement peu probable. On est dans un monde commercial. La Russie n'a pas forcément fait preuve de sa fiabilité, finalement. Et ils ont aujourd'hui, je pense, beaucoup de difficultés à signer des nouveaux contrats en Europe. Sur le point pénurie d'électricité, il est possible. Je pense qu'on est dans une situation où il n'a jamais été aussi probable que pour cet hiver. Évidemment, ça dépendra largement de la météo. Si on est dans une situation avec une vague de froid comme en 2012, très franchement, il y aura des coupures. Coupure, c'est un mot un peu exagéré, il y aura des rationnements. RTE sait très bien gérer ce type de phénomène. On fera des délestages tournants ciblés, il y a des listes très précises. On ne se retrouvera pas avec notre cafetière qui tombe en rade ou notre lumière qui tombe en rade à 19h le soir. Mais clairement, on sera dans une situation compliquée. Maintenant, c'est assez peu probable, quand on regarde l'historique des scénarios météo, je sais bien que la météo, avec le dérèglement climatique, peut nous réserver des surprises, mais c'est assez peu probable d'avoir une pénurie et donc une nécessité de rationnement sur la totalité de l'hiver. L'hiver en sens électrique, hein, on est un peu bloqué dans nos schémas, c'est octobre à mars. En termes électriques et gaz, on parle d'hiver du 1er octobre au 31 mars. Pénurie de gaz, donc j'en ai parlé rapidement. Les stocks se sont très bien remplis en Europe. Ils sont à un niveau largement supérieur à l'année prochaine. Donc je pense que pour cet hiver, on ne devrait pas avoir de grosses difficultés.
d'autant que les cargos de GNL continuent à arriver. Alors d'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas mentionné, mais c'est un point de détail qui est important. Pour réussir à attirer des cargos de GNL depuis les États-Unis et éviter qu'ils aillent en Asie, il faut payer cher, et c'est une des raisons pour laquelle les prix de marché du gaz se sont envolés. Il a fallu payer plus cher que l'Asie pour obtenir ces cargaisons. Donc en France, je pense qu'on est dans une situation qui est plutôt confortable. On va dire en Europe de l'Ouest, on est dans une situation plutôt confortable. L'Allemagne, c'est un petit peu différent. Et donc vous l'avez peut-être entendu là, dans les dernières semaines, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour un échange gaz contre électricité. L'Allemagne, dont on critique parfois la politique énergétique, est un très large exportateur d'électricité vers la France, en particulier en hiver. Dit autrement, c'est en partie grâce à eux qu'on garde les lumières allumées. Il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent de le faire cette année, surtout parce la France commence à leur exporter du gaz. On a ressorti de terre un vieux pipeline, il me semble, sur lequel on exporte des quantités significatives de gaz chaque jour vers l'Allemagne. Dernier point, et c'est une transition vers mon collègue qui prendra la suite. Le premier impact que pourraient avoir ces prix élevés, et que ces prix élevés, quelque part, ont déjà dans d'autres pays européens, c'est une baisse de la consommation. C'est parfois considéré comme un gros mot, mais il y a un signal prix qui nous indique que l'électricité va être plus chère et que ça pourrait être intéressant de chercher à consommer moins, ou consommer mieux en tout cas. On vit dans une certaine forme d'opulence énergétique dans nos pays. On a très très peu de réglementations qui cherchent à nous faire limiter notre consommation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a énormément de gisements de consommation, de baisse de la consommation qui pourraient être appliqués pour essayer de limiter les risques sur une pénurie d'électricité et puis sur une facture d'électricité qui pourrait exploser, à la fois pour les clients résidentiels, même s'il y a des amortisseurs de ce côté-là, mais aussi pour l'industrie. Dernier point, il y a aujourd'hui quelques signes qui nous inquiètent un peu par rapport à une possible récession économique. Un des premiers impacts d'une récession économique, c'est une baisse de la consommation énergétique, une baisse de la consommation électrique. Donc ça aussi, ça pourrait amortir le choc. Pour finir, j'espère que je suis dans les temps, quelques scénarios, un scénario d'évolution des prix auquel je me risque sur le prix donc, de l'électron sur les marchés de gros, en moyenne sur les années prochaines. Donc sur 2023, aujourd'hui, il est difficile de faire une estimation qui est différente de celle du prix de marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des risques et c'est justifié qu'il y ait une prime de risque sur ce marché-là. On anticipe qu'il y a des coupures. On parle de 500 € par mégawattheure aujourd'hui. Quand il y a des coupures, s'il y a des pénuries, je fais un mauvais raccourci, s'il y a un risque de pénurie sur les marchés de l'électricité, les prix peuvent atteindre 4 000 € par mégawattheure, et c'est ce que les acteurs de marché, tous les observateurs du sujet anticipent comme risque. Donc ce prix-là, aujourd'hui, il nous semble plutôt justifié, vu d'ici. Par contre, on devrait avoir par la suite une baisse assez significative des prix de marché. Pourquoi ? Parce que la disponibilité nucléaire devrait enfin s'améliorer. C'est un peu l'arlésienne, mais elle devrait enfin s'améliorer. Aujourd'hui, on commence à avoir plus de visibilité sur le sujet. Et puis, on l'oublie un petit peu trop, mais on continue à installer beaucoup de capacités de production renouvelables en France et en Europe, ce qui a un effet, au-delà de l'impact sur le CO2, ça a un effet assez baissier sur les prix de marché. Donc très clairement, ça va dans le futur, ça devrait ramener les prix vers des niveaux qui sont plus raisonnables, entre 100 et 200 € par mégawattheure. Alors, la frontière du raisonnable par raisonnable, je ne m'y risquerai pas. Hein. En fait, finalement, derrière tout ça, il y a une notion d'inflation, de compétitivité par rapport aux autres continents, etc. Mais en tout cas, 500 € par mégawattheure, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable pour des résidentiels, ce n'est pas soutenable pour de l'industrie. Entre 200 et 100 € par mégawattheure, ça paraît, vu d'aujourd'hui, plus raisonnable par rapport à ce qu'on peut constater ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou si on... Non, merci pour cette boule de cristal. Donc, l'exercice est difficile, hein, c'est de se dire comment est-ce que va évoluer le prix de l'électricité avec autant d'incertitudes. Mais au moins, on voit ce qui pèse à la hausse et à la baisse. Et après, on va voir maintenant avec ASAMDEF que finalement, ces courbes de marché de l'électricité, c'est pas le prix que vous aurez sur votre facture.
ce qui est quand même quelque chose d'important. Donc Azem va nous expliquer aujourd'hui comment à partir de ces prix de gros sur le marché, on en arrive à des offres de marché, que ce soit en tarif régulé de vente ou en offre de marché pour les collectivités et les entreprises. Et après, on prendra toutes vos questions qui pourraient être nombreuses. Allez-y Azem. Bonjour. Alors effectivement, on parlait jusqu'ici des marchés de gros. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors jusqu'ici, on parlait des marchés de gros de l'électricité. Moi, je vais vous parler des offres de fourniture. Je vais vous parler finalement de la répercussion des prix de marché de gros sur les offres de fourniture d'électricité, puisque, on va le voir, les marchés de gros, c'est une des composantes de la constitution d'une facture d'électricité. Et les consommateurs ne sont pas exposés à 100% sur les marchés gros. Donc déjà, si on commence par regarder ce qu'est une facture d'électricité, 3 blocs. Alors la répartition ici en pourcentage, j'ai pris la source la plus opposable qui serait le tarif bleu résidentiel, mais évidemment ça varie en fonction des typologies d'offres. Mais donc si on schématise, on a l'acheminement qui est le TURP, la fiscalité et la part fourniture. La part fourniture, c'est celle... Alors, il y a un certain nombre de composants dans cette part fourniture, dont la marge, les coûts, les C2E, les garanties d'origine, etc. Mais c'est celle qui porte l'énergie, l'électricité, qui va être approvisionnée sur les marchés, dont Émeric parlait juste avant, mais aussi sur des produits qui sont régulés, enfin sur un produit qui est régulé qu'on appelle l'AREN. Je vais vous en parler juste après, c'est important. La répartition entre ces produits, ça dépend de la stratégie d'approvisionnement du fournisseur, de sa politique de couverture de ses besoins, de sa politique risque. Et ça va différer en fonction de la nature des clients qu'on va adresser, du segment qu'on va adresser. Un client résidentiel qui n'est pas du tout alerte sur ces sujets-là, on va lui faire une offre qui est plutôt packagée, lisible. Un électro-intensif, on va l'exposer davantage au marché de gros. Et puis on va parler aussi d'une différenciation entre le monde réglementé, les tarifs réglementés de vente, et les offres de marché. Je pense que ce qu'on peut dire en introduction, sur les 3 prochaines années, les prix de fourniture d'électricité vont augmenter. Ça, je pense que je ne prends pas trop de risques à vous dire ça. Maintenant, la question, c'est dans quelle proportion. Si on laisse le marché se faire et si on laisse l'approvisionnement naturel sur les marchés se faire, on serait vraisemblablement sur des proportions qui seraient assez considérables. Maintenant, il y a une intervention de l'État depuis 2022 avec ce qu'on appelle le bouclier tarifaire qui permet d'amortir cette augmentation des prix à la fois pour les consommateurs pour des questions de pouvoir d'achat, mais aussi pour les professionnels et les industriels pour des questions de compétitivité. Si on regarde dans le détail, cette fameuse part fourniture et l'électricité qui compose cette part fourniture, il y a finalement 2 objets qui composent cette part-là. Une part régulée et une part qui n'est pas régulée, qu'on va appeler le complément marché. La part régulée, c'est ce qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est un mécanisme qui permet à l'ensemble des fournisseurs alternatifs, qui sont pas EDF, de pouvoir s'approvisionner à hauteur de 100 TWh sur un produit qui est avec un prix qui a été défini à 42 € du mégawattheure et qui permet finalement de faciliter l'ouverture des marchés et qui agit en ce moment en protection du consommateur face à la hausse des prix de l'électricité sur les marchés de gros. Cette AREN, donc c'est 42 € du mégawattheure hors mesure exceptionnelle en 2022, on va y revenir. Elle est limitée d'une part à 100 TWh, c'est un volume qui est fini, qui représentait au moment de la mise en œuvre de ce mécanisme-là 25% de la production à peu près nucléaire française. Aujourd'hui, les prévisions de production, on est à 280 TWh, donc on est clairement un peu moins. Et elle dépend aussi de ce qu'on va appeler les droits AREN, qui pour le coup dépendent du profil de consommation des consommateurs. Un consommateur, en fonction de son profil de consommation, de sa forme de consommation, a droit à une part de sa consommation à l'AREN, qu'on peut estimer entre 65 et 90%. Globalement, ça va dépendre de sa consommation essentiellement sur les heures creuses d'été. Et le complément doit être approvisionné sur les marchés. Maintenant, l'AREN, c'est un volume qui est fini, 100 TWh, pour l'ensemble des fournisseurs alternatifs, qui peuvent demander à un guichet à hauteur de leurs besoins.
Si on regarde 2022, les fournisseurs alternatifs ont demandé 160 TWh d'Arenh sur les 100 TWh maximum qui sont alloués. Lorsque la demande des fournisseurs alternatifs dépasse ce qu'on appelle le plafond, donc les 100 TWh, il y a ce qu'on appelle un écrêtement. Cet écrêtement, avant mesure exceptionnelle, était à hauteur de 37% à peu près. Ce qui finalement... alors, les volumes écrêtés doivent être approvisionnés pour le coup sur les marchés, ce qui nous montre finalement la part des volumes qui sont exposés au prix de marché aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on parlait des marchés de gros, des prévisions des évolutions de prix sur les marchés de gros. On a quand même aujourd'hui, je vais essayer de le tourner positivement, près de la moitié du prix de la fourniture d'électricité pour un particulier ou un professionnel qui reste régulé à un prix de 42 € du mégawattheure. Le reste est exposé au prix de marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par exposé au prix de marché ? Et ben ça, c'est la stratégie du fournisseur de couvrir ses besoins sur les marchés gros en fonction des stratégies d'optimisation qu'il peut choisir. Si on regarde ce mécanisme Arenh, qui finalement est essentiel aujourd'hui en agissant en tant que protection pour le consommateur sur la hausse exceptionnelle des prix de marché de gros, il y a un certain nombre d'évolutions. Alors déjà, il y a des perspectives d'évolution sur ce mécanisme-là. Déjà, sur 2022, le bouclier tarifaire, de manière exceptionnelle, a introduit un rehaussement de ce plafond-là de 20 TWh additionnels, donc à hauteur de 120 TWh. Faire évoluer le mécanisme Arenh, c'est pas si simple. Alors pour plusieurs raisons. D'abord une raison réglementaire qui est que ce mécanisme-là fait l'objet d'une approbation par la Commission européenne. Discuter de l'évolution de ce mécanisme-là, ça engendre des discussions qui sont longues avec une vraie inertie. C'est une mesure exceptionnelle qui a été prise en 2022. Aujourd'hui, en 2023, on n'a pas d'annonce sur ce qui se passera sur l'Arenh. En tout cas, ce qu'a annoncé Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse la semaine dernière, on n'en a pas parlé. Bruno Le Maire semblait dire qu'il n'était pas forcément en faveur d'un rehaussement de ce plafond-là. Juste pour préciser, hein, le rehaussement de ce plafond-là, il a un effet mécanique sur ce qu'on mentionnait tout à l'heure, qui était l'écrêtement. Moins il y a d'écrêtement, moins on est exposé au prix de marché. Maintenant, la deuxième raison qui rend compliqué l'évolution du mécanisme Arenh, c'est que le mécanisme Arenh, il agit en tant que protection du consommateur face à la hausse des prix, mais c'est aussi un mécanisme qui vient rémunérer l'actif industriel nucléaire français. Et l'ensemble des discussions sur l'évolution de ce mécanisme-là sont extrêmement complexes, puisqu'il faut trouver un juste équilibre entre un prix qui est cohérent et lisible pour le consommateur, mais qui est aussi légitime pour EDF pour pouvoir exploiter dans de bonnes conditions le parc nucléaire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 2-3 ans, on parlait déjà de l'évolution du mécanisme Arenh. Toutes les discussions tournaient autour de 42, 45, 47 € du mégawattheure. Les fournisseurs alternatifs qualifiaient de 47 € du mégawattheure de gigantesque. Aujourd'hui, on parle de 500 € du mégawattheure. Avec un peu de chance, on serait à 150 € du mégawattheure. Globalement, je pense que la question du prix, c'est peut-être plus la question essentielle dans l'évolution de ce mécanisme-là. 42, 45, 47 dans un monde où on est à 500, c'est peut-être plus ça qui fait la différence. Ça sera vraiment le plafond d'Arenh qui sera essentiel à terme, puisque c'est lui qui va déterminer l'exposition des consommateurs au marché, qui, eux, pour le coup, sont dans des ordres de grandeur qui sont sans commune mesure. Le mécanisme Arenh se termine en 2025. Fin 2025. Post-2025, des discussions sont en cours, avec un certain nombre d'options qui sont sur la table, mais on n'a aucune lisibilité sur ce que va devenir ce mécanisme-là. A priori, en 2025, on sera encore dans des conditions de marché qui seront élevées, ou en tout cas pas dans les ordres de grandeur des 50 € du mégawattheure qu'on a pu connaître en conditions normales. Donc dessiner ce que sera un prix de fourniture pour un consommateur au-delà de 2025, c'est très compliqué. Si on regarde, toujours sur le même découpage, le tarif réglementé de vente, alors peut-être juste une précision sur l'éligibilité du tarif réglementé de vente, uniquement pour les sites C5, donc les raccordés en basse tension avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, tous les résidentiels, et pour les professionnels, uniquement les entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires, un REX ou un total bilan d'inférieur à 2 millions d'euros.
Le tarif réglementé de vente, si on regarde cette notion d'écrêtement ARENH, juste pour vous donner quelques chiffres, l'écrêtement ARENH de 37% a occasionné sur le TRV 2022 un impact de plus 33% avant les mesures de bouclier tarifaire évidemment, versus le TRVE 2021. Donc c'est là où on peut voir la sensibilité de cette notion de plafond ARENH sur les marchés de gros. La raison, elle est simple. Si on regarde la boîte bleue, le complément marché se fait sur ce qu'on appelle un approvisionnement lissé sur 24 mois, donc sur des produits futurs 2022 avec un approvisionnement sur l'ensemble des cotations 2 ans auparavant. Si on regarde la courbe des prix des marchés de gros 2022, on avait des prix qui étaient à peu près normaux sur peut-être 18 mois des 24 mois, puis sur le dernier trimestre, une hausse assez considérable, ce qui fait que finalement un approvisionnement lissé a amorti l'impact sur le complément marché. Maintenant, le complément marché lié à l'ARENH écrêtée, qui est la partie jaune assurée, elle, pour le coup, elle est approvisionnée sur le tarif réglementé de vente pour des raisons réglementaires entre fin novembre et mi-décembre, en plein milieu du pic de hausse de prix. C'est ce qui a occasionné, du coup, concrètement, on est passé de 42 € du mégawattheure à 250 € du mégawattheure sur ce bloc-là, ce qui a occasionné un impact de 33% sur les tarifs réglementés de vente. Maintenant, le tarif réglementé de vente, il est sur proposition du régulateur, approuvé par le gouvernement, qui a mis en place un certain nombre de mesures dans le cadre du bouclier tarifaire. Et ces mesures-là, donc en 2022, le gouvernement a décidé de refuser les propositions de la CRE sur le calcul opposable du tarif réglementé de vente, qui allait occasionner une hausse de 45% sur le bouclier tarifaire, et de limiter cette hausse-là à 4%. En 2023, Elisabeth Borne annonce un plafonnement à 15% de la hausse du tarif réglementé de vente, ce qui signifie que dans des conditions de marché, si on laisse le marché se faire, si on laisse les règles d'approvisionnement se faire, on aurait été sur une inflation qui est estimée par le gouvernement à 120% pour 2023, plafonnée à 15%. On voit que l'intervention de l'État finalement permet de protéger également le consommateur sur la hausse des prix sur le tarif réglementé de vente. Maintenant, la question se pose sur le moyen long terme. Première question, quel maintien du bouclier tarifaire dans la durée? On commence à entendre un changement des éléments de langage du fameux quoi qu'il en coûte. Et une deuxième question, quel rattrapage? Bruno Le Maire annonçait cet été pas de rattrapage des mesures du bouclier tarifaire dans la durée. Or, quand on regarde la loi de finances pour 2022, on voit qu'à compter de la première évolution pour l'année 2023 des tarifs réglementés de vente, une composante de rattrapage sur 12 mois permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise EDF est bien mentionnée dans le Code de l'énergie. Alors évidemment, ça ne sera pas mis en place pour 2023 puisqu'on a annoncé la prolongation du bouclier tarifaire. Maintenant, la question, elle est légitime de se poser en 2024 et après, qu'est-ce qui va se passer? Même dans des conditions de marché qui devraient se détendre un petit peu progressivement, est-ce qu'on n'aura pas un phénomène de rattrapage du bouclier tarifaire et de l'ensemble des mesures qui ont été mises en place? Voilà, je pense que ce que je voulais vous dire en complément de la présentation d'Aymeric, c'est que les prix de marché connaissent une hausse qui est assez exceptionnelle. Il y a quand même un certain nombre de mesures qui permettent d'amortir cette hausse pour le consommateur. Maintenant, sur l'ensemble de ces mesures-là, il y en a deux sur lesquelles on est revenu, l'ARENH et le bouclier tarifaire. On a à peu près une bonne visibilité sur ce qui va se passer en 2023, voire 2024. Il y a une vraie incertitude à partir de 2024 et après pour le consommateur et se projeter sur des prix de fourniture. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de 100 € du mégawattheure comme étant un prix de fourniture raisonnable pour un consommateur, ou en tout cas la part fourniture la part énergie du prix de fourniture, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant raisonnable? Je ne sais pas. On a connu durablement des prix qui étaient autour de 50 € du mégawattheure pour cette part énergie-là. Mais en tout cas, imaginez qu'on soit dans des proportions à hauteur de 500 € du mégawattheure. Je pense que c'est compliqué pour des raisons de pouvoir d'achat des particuliers et de compétitivité des entreprises.
revenir à un monde d'avant, en tout cas à court terme, je pense que c'est aussi compliqué de l'imaginer, sans trop peser soit sur les finances publiques, soit sur les comptes d'EDF. Merci Azam pour cette présentation claire où on a la boule de cristal pour essayer de faire la prospective. L'art de la prospective, c'est se tromper le moins possible. Hein, c'est pas forcément indiquer la vérité. On voit en France qu'on est quand même un pays où on est quelque part privilégié sur l'intervention de l'État pour les consommateurs. Donc, et on verra si on aura un effet de rattrapage plus tard. On va passer aux questions. Donc, avant de passer le micro à la salle, on en a plusieurs qui nous sont arrivés en ligne. Une de Fabien Ochipenti sur le prix inframarginal et le cap, le prix plafond que l'Europe propose de mettre sur un certain nombre de sources d'électricité. Comment est-ce que ça pourrait être appliqué pour le renouvelable et quid de l'impact sur les PPA? Émeric. Est-ce que vous pourriez remettre la présentation, s'il vous plaît, parce que je vais utiliser une diapo pour illustrer ce mot barbare, la rente inframarginale. On utilise Avant ça, je peux vous donner quelques éléments de contexte. Donc, on en est au niveau de proposition de la Commission européenne qui applique à peu près toujours la même stratégie. Il y a quelques documents qui fuitent de manière à obtenir je vais mettre celle-là, par exemple, de manière à avoir un petit peu des retours. Aujourd'hui, on a donc entendu parler, les dernières nouvelles parlent d'une volonté de limiter à 180 € le revenu inframarginal de certains moyens de production, à l'exclusion de ceux qui tournent à base de gaz. Donc la rente inframarginale, qu'est-ce que c'est? C'est la différence, je crois qu'il y a un pointeur. Bon, c'est pas grave. C'est la différence entre le trait bleu pour le renouvelable, qui est à 0 € par mégawattheure, et la ligne pointillée rouge que vous voyez au-dessus. Puisqu'en fait, tous les moyens de production vendent au même prix. Donc ils récupèrent tous un prix, ils font tous un revenu qui est différent en fonction de leur coût de production. Donc là, dans l'exemple que je montre ici, si le palier gaz est une centrale gaz, finalement, elle tourne avec 0 € de bénéfice. Elle ne tourne pas à perte, mais elle ne fait pas de bénéfice. Par contre, on peut voir que le renouvelable fait effectivement un revenu qui est très important et qui est évidemment largement supérieur à celui qu'il pouvait faire dans les années précédentes. Puisque dans les années précédentes, avec un prix à 50 €, la différence entre la ligne pointillée rouge et la ligne bleue était bien inférieure. Donc aujourd'hui, on en est à ce niveau de proposition. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas encore bien compris si on parle de caper le revenu inframarginal ou le prix tout court. Ça me semble être deux notions qui sont finalement un petit peu différentes. Et je ne suis pas en mesure de vous donner avec certitude des éléments sur le sujet. Par contre, est-ce que ça pourrait impacter les PPA? Pas forcément. Les PPA, c'est vraiment une logique de court terme où de toute façon, on prévoit assez rapidement. En tout cas, les prix de marché aujourd'hui prévoient d'assez rapidement passer sous ce plafond de prix. Donc, je ne pense pas que ça ait d'impact direct. Merci, Émeric. Une question de Simon Ducasse d'Atlanson. Ça va être pour vous, Azem. Est-ce que les 15% d'augmentation du TRV annoncés par Mme Borne, Premier ministre, ça consiste à une remise en place de l'assise ou est-ce que c'est une augmentation du coût de fourniture? Et du coup, je vais compléter la question de Simon. Quid de l'évolution du taux d'assise? Parce que l'État s'est privé de recettes en baissant quasiment quelque chose, une portion hyper congrue des taxes sur l'électricité. Comment ça va s'impacter également dans un futur plus ou moins lointain? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question aujourd'hui. Les 15% d'augmentation du TRV qui ont été annoncés par Elisabeth Borne la semaine dernière, on est aujourd'hui dans l'ordre de l'annonce politique. On n'a pas forcément les détails Alors, si on revient peut-être sur 2022, la limitation à 4% de l'augmentation du TRV, elle a été permise par plusieurs leviers. D'une part, les 20 TWh d'AREN additionnels. D'autre part, la réduction de la TICFE à son taux plancher, 1 € du mégawattheure pour les particuliers, 0,5 € du mégawattheure
coûtera à peu près 22 € du mégawattheure pour les professionnels, avec un mécanisme du coup de compensation d'EDF pour les pertes de recettes engendrées entre le prix du TRVE qui aurait dû être calculé selon la méthode opposable et le prix gelé. Maintenant, qu'est-ce qui va occasionner cette limitation à 15% d'augmentation du TRV en 2023 ? Je pense qu'on est tous en attente des détails qui seront annoncés, j'imagine, très prochainement par l'État. Et sur le futur, on peut penser que l'État, une fois que les prix de marché vont baisser comme on le voit, ils reviennent à un taux à peu près normal sur la fiscalité. Il ne va pas se priver durablement de recettes fiscales. On peut effectivement l'imaginer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le à peu près normal. Est-ce que 100 € du mégawattheure, ça reste à peu près normal ? Je pense que les annonces en termes de bouclier tarifaire et ce qui pèse sur les finances publiques semblent se desserrer progressivement. Hein. Déjà, on voit sur les sortes de grandeur, 4% d'augmentation de limitation en 2022, 15% en 2023. J'imagine que d'un point de vue fiscalité, on sera certainement un peu moins interventionniste du point de vue de l'État au fur et à mesure. Merci. Alors, toujours sur les finances publiques, les finances publiques locales, on a vu que des communes plus ou moins grandes demandaient elles aussi à bénéficier d'un bouclier tarifaire. Est-ce que l'un de vous peut nous dire sur la tarification pour les collectivités locales ? J'ai l'impression qu'elles sont soumises au prix de marché comme les entreprises. Il n'y a pas de choses spécifiques pour elles ? C'est une question de Jean-Claude Lemaire. C'est effectivement une très bonne question. Dans le cadre du bouclier tarifaire, alors j'ai pas la réponse à cette question très honnêtement, mais dans le cadre du bouclier tarifaire, il y a une mesure alors qui est peut-être assez peu médiatisée, et je suis pas certain qu'elle concerne les collectivités locales, mais qui est dédiée aux entreprises, il me semble, uniquement aux entreprises dont la facture d'électricité est au-delà de 3% de leur chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'elle concerne les collectivités locales. Et cette mesure-là permet à ces entreprises-là de demander une aide additionnelle à l'État qui peut aller jusqu'à 50 millions d'euros pour les consommateurs électro-intensifs. Je n'ai pas connaissance d'une mesure spécifique pour les collectivités, pour être franc. Je crois qu'il n'y en a pas. Excusez-moi, oui, bonjour. Oui. Peut-être une réponse, Cécile Fontaine, FNCCR. Donc, je vous confirme que les collectivités locales sont traitées comme tout le monde. Donc, elles peuvent bénéficier des tarifs réglementés uniquement quand elles ont moins de 10 agents et un chiffre d'affaires en dessous du seuil que vous avez évoqué. Voilà, donc ça concerne peu de collectivités et c'est effectivement une mesure qu'on souhaiterait faire évoluer parce que même des grandes collectivités peuvent avoir des grandes difficultés aujourd'hui à faire fonctionner les services publics avec les prix qu'on connaît. Merci de ce complément dans la salle, très utile. Alors, je ne sais pas qui va pouvoir nous répondre sur la question d'Aude Walter, du point de vue du producteur, qui gagne avec des prix de marché élevés ? Celui qui produit, déjà. Mais trêve de plaisanterie. Comme on a pu le voir tout à l'heure, la hausse du prix de l'électricité aujourd'hui, elle est principalement liée à la hausse du prix du gaz et à la hausse et elle était avant liée à la hausse du prix du CO2. Donc aujourd'hui, les grands gagnants, c'est les producteurs d'électricité décarbonée, donc le renouvelable, le nucléaire, l'hydraulique. Alors d'ailleurs, pour revenir à la question d'avant sur le cap de prix sur l'hydraulique, en particulier quand on gère des barrages et des stations de transfert d'énergie par pompage, c'est un sacré chantier. Mais c'est une parenthèse, donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas encore au bout de nos peines sur l'application pratique de ces mesures-là. Mais aujourd'hui, vraiment, si on devait résumer les choses, si le EDF produisait 400 TWh comme autrefois, la crise actuelle n'aurait pas été aussi forte. Et EDF serait assis sur une quantité de milliards absolument colossale. Et donc les deuxièmes gagnants, c'est bien sûr les énergies renouvelables. Ça a été d'ailleurs assez médiatisé, je crois, sur le fait qu'aujourd'hui, ils retournent pas mal d'argent finalement à l'État. Oui, juste quand même pour prendre la petite différence, c'est pas les producteurs d'énergie renouvelable, aujourd'hui d'énergie solaire en particulier, qu'encaissent des milliards.
Ils ont un complément de rémunération avec un prix fixe qui était, entre guillemets, la contrepartie. Quand les prix de marché étaient bas, on les finançait un peu plus haut que le prix de marché pour qu'ils puissent réaliser les investissements. Aujourd'hui, ce prix est largement en dessous du prix de marché et la différence va dans la poche de l'État. Donc c'est quand même peut-être important de le signaler. Absolument. Par contre, il faut noter qu'on voit quelques acteurs aujourd'hui qui sortent de ces mécanismes de rémunération, qui vont directement sur les marchés. C'est vrai pour des petits acteurs de l'hydraulique qui sortent des obligations d'achat, qui vont directement sur le marché et qui, eux, du coup, bénéficient de cette hausse des prix de marché. Et Nerplan qui a réussi, dans le cadre de son plan d'urgence, par exemple, à faire accepter une mesure par l'État qui est, avant de rentrer dans le complément de rémunération, pouvant aller 18 mois sur le marché pour financer les surcoûts dus à l'inflation des fournitures, etc. Donc voilà, on est aussi concerné quelque part. Marché et complément de rémunération, même si on voit qu'on sera peut-être capé. J'ai une question encore qui nous vient en distanciel, mais côté salle aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs questions qui Bonjour. se jouent. Une question un peu intéressée. On est en plein renouvellement de... Est-ce que vous pouvez juste dire votre nom Olivier Pereyron du CIDER, syndicat départemental d'énergie du Rhône. Une question très intéressée. On est en plein renouvellement d'un marché de groupement d'achat d'électricité. Et alors, c'est pas moi qui le gère, donc je maîtrise peut-être pas complètement, mais on doit toper très prochainement à un prix. Je cru comprendre aussi qu'on a l'opportunité de toper à quelques mois prochains. À quel prix on peut se dire on a bien topé, et est-ce qu'il faut qu'on attende un peu? Ouais, voilà, je sais, ça fait rigoler, mais... Très franchement, je suis incapable de vous dire, et je vais vous expliquer pourquoi. Le marché fonctionne encore aujourd'hui. En fait, il y a encore des acheteurs et des vendeurs, ce qui veut dire qu'il y a encore la moitié des gens qui finalement se seront trompés et la moitié qui auront raison à chaque instant dans le temps. Donc je ne sais pas vraiment vous répondre. Ce qu'on, par contre, peut dire, en essayant d'être un petit peu objectif, c'est que les marchés se sont plutôt stabilisés ces derniers temps. On a su absorber les annonces sur les ruptures d'approvisionnement depuis la Russie en termes de gaz. En termes de nucléaire, j'ose espérer qu'on est au bout des mauvaises surprises. Et donc les marchés devraient plutôt avoir tendance à rester stables et les oscillations devraient plutôt être assez faibles. Maintenant, vous dire si le prix de marché va continuer à baisser pour 2023, aujourd'hui, ça dépend de beaucoup de facteurs, dont la météo. Très clairement, si on a un mois d'octobre extrêmement froid, un mois de novembre, un mois de décembre extrêmement froid, le prix pour l'année prochaine va monter parce qu'on va devoir aller utiliser beaucoup les stocks hydrauliques, on va beaucoup solliciter nos centrales thermiques. Donc il y a vraiment tout un élément d'incertitude qui m'empêche de répondre avec fermeté à votre question. J'en suis désolé, j'aimerais bien. Il n'y a pas de séance de voyance. Voilà, il y a une question là-bas dans la salle. Oui, bonjour, Gérald de Société Enerfi. J'ai deux questions. La première, c'est le 42 € du mégawattheure. Il est plutôt dumpé ou c'est le bon prix? Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu faible. Et pourquoi? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on est sur une crise des prix ou une crise de disponibilité? C'est-à-dire, est-ce que dans quelle mesure aujourd'hui on rachète le gaz russe par d'autres voies, et peut-être plus cher, puisqu'il y a le transport pour passer par d'autres pays? Alors je réponds peut-être à la deuxième question et je te laisse répondre à la première. On est sur le gaz, on est plutôt dans une crise prix. On arrive à trouver des alternatives au gaz russe, avec le GNL en particulier. Donc on est, en tout cas pour la France, on est plutôt dans une crise de prix. Par contre, pour l'électricité, c'est différent. On est dans une crise de mégawatts où on voit un risque de pénurie qui est assez marqué. Sur la Reine Alors, sur le 42 € du mégawattheure, ça dépendra évidemment de à qui vous posez la question. Vous posez la question à l'ensemble des fournisseurs alternatifs et peut-être des consommateurs. Ils vous diront que le 42, c'est un prix qui est très ajusté. Pour EDF, c'est un prix qui est absolument insuffisant pour l'exploitation de l'actif nucléaire. Aujourd'hui, les 20 TWh additionnels qui ont été décidés dans le cadre du bouclier tarifaire en 2022, le prix a été rehaussé. Ce qui est certain, c'est que la position d'EDF sur le sujet, c'est une évolution du plafond ne peut pas se faire sans renégociation du prix. Il faut savoir que le 42 € du mégawattheure, il est stable depuis déjà quelques années.
EDF affirme qu'en euros constants, finalement, se retrouve à perdre de l'argent sur ce 40 € du mégawattheure. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui se passera sur l'Arenh déjà à court terme et encore moins à moyen terme. Je ne pense pas qu'on restera sur un prix à 42 € du mégawattheure, ne serait-ce que pour avoir un prix de financement, un financement d'exploitation des actifs nucléaires qui soit suffisant. Et on voit aujourd'hui qu'on est complètement décorrélé par rapport au prix de marché qu'on peut observer à court et moyen terme. Merci Azem. Je reprends une question dans la Oui, salle et après on s'il vous retournera en distanciel. Ici, Allez-y. j'ai une question. Clément Terrelac, développeur photovoltaïque sur Lyon. Monsieur De Vigan, vous nous avez présenté un peu le mécanisme qui fixe les prix du mégawattheure et l'électricité. L'Espagne et je crois le Portugal aussi n'ont pas ce mécanisme-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, eux ne sont pas confrontés à cette crise énergétique. Alors pourquoi eux déjà n'ont pas ce mécanisme-là? Et est-ce qu'il ne serait pas venu le moment de le repenser suite à la crise qu'on est en train de, qui s'annonce, qui arrive? Alors, l'Espagne et le Portugal avaient le même mécanisme, ont le même mécanisme. Ils ont par contre introduit un cap sur le prix du gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité, donc ce qui a mécaniquement fait baisser les prix de marché. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le market design, donc ce concept de formation des prix, est pas responsable de cette crise. Aujourd'hui, cette crise, elle est liée à une problématique sur le gaz, qui est une commodité qu'on importe en Europe d'une manière générale, et elle est liée à une problématique industrielle sur la disponibilité nucléaire. Donc oui, on pourrait imaginer, et l'Europe est en train d'imaginer des mécanismes de cap de prix, mais tout ça, ça n'est qu'un transfert de prix entre le contribuable et le consommateur, finalement. Ces mécanismes de cap de prix, ils n'inventent pas des mégawattheures de gaz, ils n'inventent pas des mégawattheures d'électricité. Donc je pense qu'il faut choisir les bons combats, c'est un peu exagéré comme expression, mais en tout cas, je ne suis pas convaincu que ce mécanisme de fixation des prix, qui a bien des vertus par ailleurs, qu'on oublie, et je ne vais pas prendre une heure pour les rappeler, je les ai brièvement exposés tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit le premier responsable de la situation actuelle. Je vous remercie. Merci. Alors on va retourner faire une petite salve de questions en distanciel. La première de Denis Baupin. Quelle articulation potentielle entre ce cap inframarginal côté européen et le déplafonnement des compléments de rémunération négatifs prévus en France? Je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas. Alors je dois reconnaître que je n'ai pas du tout la réponse. Et, Denis, on essaiera de te répondre par ailleurs. De Patrick Mestre de Starenco BE Solaire. Va-t-on voir arriver des offres d'achat du surplus solaire par les fournisseurs hors obligation d'achat? Et si oui, à quel niveau de prix d'achat versus prix de marché? Je pense que difficile de répondre. Difficile de répondre, mais je peux donner quelques éléments, et d'ailleurs qui permettront de répondre à la deuxième question, qui est savoir s'il faut privilégier une offre à prix fixe ou une offre indexée spot. Dans le principe, oui, on pourrait avoir des fournisseurs qui vous proposent de racheter votre surplus d'autoconsommation. Maintenant, il faut être clair sur le fait que la décote sera assez importante par rapport au prix de marché. Pourquoi? Parce que eux vont avoir besoin d'aller couvrir ces volumes sur les marchés, d'aller vendre ces volumes sur les marchés. Finalement, ils vont avoir besoin d'aller trouver une assurance. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi la deuxième question. Personne ne peut prendre l'engagement d'acheter 10 ans de surplus d'autoconsommation solaire sans aller s'assurer sur l'évolution des prix. Donc l'assurance, c'est le marché. Et un surplus d'autoconsommation solaire, c'est un profil assez particulier, et c'est d'ailleurs une problématique qu'on a clairement aujourd'hui sur les marchés. C'est un produit sur lequel il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de liquidité sur les marchés. Donc c'est assez difficile d'imaginer pouvoir obtenir des prix qui sont très proches du prix de marché. Et donc je vais faire à peu près la même réponse sur la deuxième question. Est-ce qu'il faut privilégier une offre à prix fixe ou une offre à prix spot? Ça dépend. C'est uniquement une question de gestion du risque et d'appétit pour le risque. Le prix fixe aujourd'hui, c'est une assurance. C'est une assurance de ne pas avoir de problème. La théorie vaut ce qu'elle vaut, mais en théorie, on imagine que les prix spot seront plutôt plus faibles que les offres à prix fixe. C'est un petit peu la logique économique. Néanmoins, il suffit d'un événement macroéconomique ou météorologique exceptionnel pour que les prix spot s'envolent. Et donc clairement, laisser sa couverture indexée au prix spot, c'est s'exposer à un risque extrêmement élevé.
Je pense effectivement qu'il y a une question de gestion du risque et de visibilité sur le prix de fourniture sur l'horizon 2023. Il y a également une question de flexibilité ou de flexibilisation de la consommation. L'avantage du prix fixe, vous connaissez le prix de la fourniture sur l'ensemble des plages euro-saisonnières de votre offre de fourniture. Une offre qui est indexée spot, lorsqu'il y a une incursion spot, soit vous acceptez le risque de payer un spot qui peut aller très très haut, soit vous êtes en mesure d'adapter, de moduler, de flexibiliser votre consommation. Et là, auquel cas, une offre indexée spot peut devenir avantageuse dans la mesure où vous êtes en mesure de réduire, voire d'arrêter votre consommation lorsque le prix spot est beaucoup trop élevé. Merci Azem. Alors, on fait une dernière salle de questions. Questions rapides, réponses courtes. Il y a Michel devant là peut-être. Hop. Oui, merci. Michel Lamotte, consultante en solaire et administrateur Enerplan. J'aurais voulu revenir sur la phrase que vous avez mis là, la citation de Bruno Le Maire concernant un rattrapage du manque à gagner, je ne sais pas comment vous s'était marqué, des pertes d'EDF. Alors, je me demandais en quelle mesure EDF allait avoir des pertes, parce qu'en fait, ce qui leur arrive, c'est qu'à cause des 20 TWh, ils ne peuvent pas les vendre sur le marché et ils les vendent à moins cher. Bon, d'accord, donc c'est plutôt du manque à gagner. Je pense qu'ils sont également d'ailleurs responsables en partie de ce qui se passe, puisque la moitié du nucléaire n'est pas opérationnel. Et enfin, courte. On nous dit tout le temps que c'est du nucléaire amorti, donc finalement, tout ce qu'ils vendent, le peu qu'il leur reste à vendre sur le marché, ça leur rapporte un max. Donc je ne comprends pas bien pourquoi il faut qu'il y ait un rattrapage par rapport à EDF. Je dis ça parce que c'est tous les consommateurs qui seront amenés à payer. Voilà. Et petite question sur l'accise aussi. À quoi sert l'accise finalement? Est-ce qu'elle ne servait pas en grande partie, on nous l'a suffisamment dit, à financer les renouvelables? Maintenant que les renouvelables rendent de l'argent à l'État, pourquoi faut-il encore de l'accise? Je ne sais pas si Azem, vous avez la réponse. Je n'aurai pas la réponse sur la deuxième question. Je pense que la première question est un peu complexe. La première question, les tarifs réglementés de vente sont définis selon une formule qui est déterminée, qui est mise en application par la Commission de régulation de l'énergie. Une dérogation à cette formule-là pose la question, aujourd'hui les tarifs sont gelés pas par des mécanismes de marché, mais par une application simple on applique la formule, si ça dépasse 4%, les ministres en charge de l'économie et de l'énergie ont la possibilité de refuser la proposition du régulateur et de forcer à 4% ou à 15% pour 2023. Maintenant, la question de la responsabilité d'EDF, ça, je pense pas être bien placé pour répondre à cette question-là. Néanmoins, en tout cas, la loi de finances pour 2023, pour 2022, je pense pas que ça va s'appliquer. Enfin, c'est certain que ça s'appliquera pas pour 2023 et pour la suite, la question peut se poser. Prévoit ce rattrapage. La question avait été posée pour le gaz d'ailleurs, hein, sur le lissage du gel des tarifs. Lorsqu'un tarif est gelé, soit ça pèse sur les finances publiques, soit ça revient aux consommateurs de manière lissée progressivement lorsque les marchés se détendent. C'est plutôt une question de politique publique, à mon sens. Juste pour compléter sur cette réponse, si on regarde l'avenir avec initié de ce qui s'est passé dans le passé, on a une ministre qui avait gelé les prix de l'électricité pour X raisons, et on a vu que le gel s'est transformé en rattrapage sur les factures quelques années plus tard. Donc il est probable que notre gel d'aujourd'hui, entre guillemets, payé par le contribuable, demain sera rendu par le consommateur ou les consommateurs. On n'était néanmoins pas dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Dernière question en salle. Bonjour, Antoine Farco, ACE Énergie. Dans vos différents scénarios, comment va être intégrer les épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents, tant sur la production, la disponibilité hydroélectrique que la production des centrales, au-delà de la disponibilité des centrales, vu leur âge plus que vieillissant et la difficulté à en faire des nouvelles?
Alors, sur l'impact de la sécheresse sur la production nucléaire, on en parle tous les étés. Honnêtement, c'est l'épaisseur du trait, les volumes sont extrêmement faibles. C'est quelque chose que l'exploitant sait bien gérer. Même cette année qui était particulièrement, où la sécheresse était particulièrement marquée, finalement, les pertes de production ont été assez faibles. Maintenant, par contre, je ne partage pas complètement votre avis sur le fait que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. C'est pas vraiment ce que montrent les données qu'on a nous. Celle de cette année était extrêmement intense. Hein. Je ne la remets pas du tout en question. Maintenant, il va falloir regarder dans le futur si effectivement ces épisodes sont amenés à se répéter. Mais on sort de quelques années où il y a eu des très belles productions hydrauliques, donc je ne tirerai pas de conclusion trop hâtive sur ce qu'on a vu cette année. Et encore une fois, sur le refroidissement des centrales nucléaires et l'impact de la sécheresse, aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de bruit dans les journaux qu'en réalité sur les chiffres de production. Merci beaucoup, Émeric et Azem, de nous avoir éclairés sur cet difficile exercice de prospective d'évolution des prix de l'électricité. Ce que j'en retiens, c'est qu'on ne reviendra pas au monde d'avant avec une énergie, notamment une électricité très peu chère, et que finalement, l'autoconsommation qui aujourd'hui trouve sa maturité économique, cette maturité sera confortée dans l'avenir. Donc voilà, de quoi réjouir les participants. Merci d'avoir partagé votre expertise et on finit pile à l'heure cette première session. Donc merci à vous et bonne suite de journée.